Expédition des affaires courantes, les membres du gouvernement autorisés à travailler jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement, décision politique ou juridique. Vous suivrez dans ce journal Maître Willy Wenga. De nouvelles frappes israéliennes meurtrières ont visé hier mardi la bande de Gaza et ce mercredi, le ministère de la Santé du Hamas a annoncé un nouveau bilan, 29 313 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de cette guerre. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal sur Télé 50, Expédition des affaires courantes. Comment arriver à comprendre cette demande du chef de l'État dans un État démocratique? Est-ce que la politique est au-dessus des textes juridiques? Jean-David Kilolo revient sur la question. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a autorisé le Premier ministre et son gouvernement à rester en place et à expédier les affaires courantes. Et ce, en dépit de la démission lui présentée par Samalou Kondé et le choix opéré par certains ministres des siégés à l'Assemblée nationale. D'aucuns se demandent si, au regard de ces décisions, le chef de l'État a-t-il consacré les cumuls des fonctions et des mandats et par conséquent violé la Constitution qui, en son article 108, dispose que les mandats des députés ou des sénateurs est incompatible avec les fonctions ou mandats des membres du gouvernement. Est-ce une décision juridique ou une décision politique? La question mérite d'être posée. La loi fondamentale est claire. Une fois élus et les pouvoirs validés, les députés nationaux sont soumis au régime des incompatibilités. Leur mandat est incompatible avec d'autres mandats et fonctions bien énumérées dans la Constitution de la RDC, ce qui entraîne l'interdiction des cumuls des fonctions et des mandats. Ainsi, certains juristes affirment que les ministres concernés devraient cesser immédiatement leur participation aux activités du gouvernement. Quand le président de la République n'a aucun pouvoir discrétionnaire de garder, même pour expédier des affaires courantes des membres du gouvernement, en flagrante incompatibilité avec leur qualité d'élus. Il n'y a aucun vide institutionnel et la RDC n'est pas en face d'une situation nouvelle ou sans précédent. Soit des ministres députés renoncent à leur mandat et laissent siéger les suppléants, soit les non-députés récupèrent leurs attributions ou alors les secrétaires généraux. Lors de la présentation de la démission au président de la République, Samalou Kondé a annoncé qu'à dater de ce jour, lui-même et les membres de son gouvernement feront usage du droit des suspensions et des reprises de leur mandat parlementaire prévus par les articles 2 et 3 de l'article 110 de la Constitution pour ne pas se retrouver dans un cas d'incompatibilité des fonctions. Une option qui violerait la Constitution selon d'autres juristes qui estiment que l'article 108 de la Constitution est d'application quand les députés doivent opérer un choix entre son mandat et une fonction incompatible au moment où il doit être validé. L'article 110 de la Constitution s'applique quand les députés déjà validés est appelé à une fonction incompatible, mandat suspendu. En République démocratique du Congo, la Constitution, la loi électorale et les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale interdisent les cumuls des fonctions et des mandats. Donc, aucun membre du gouvernement central ne peut, tout en conservant cette qualité, porter en même temps, notamment la qualité du député national, sénateur ou député provincial. La décision du chef de l'État, pour certains juristes, ne relève pas du juridisme, mais par contre, c'est une décision politique compte tenu des circonstances exceptionnelles qui sévissent dans l'Est de la République démocratique du Congo. La problématique autour du cumul de fonctions demeure. Malgré les décisions de la Cour et du Conseil d'État, les membres du gouvernement sont autorisés par le président de la République, Félix Tshisekedi, à expédier les affaires courantes. Une décision qui intervient après la démission du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé hier dans la soirée. À quoi servent les secrétariats généraux? Est-ce une décision purement politique qui risque de créer une jurisprudence? La décision fait jaser dans l'opinion qui estime que les textes juridiques ont été laissés de côté. Nous abordons ce sujet en ligne avec Maître Willy Wenga. Bienvenue. Le Premier ministre et la plupart des membres du gouvernement ont déposé leur démission, mais à la surprise totale, le chef de l'État leur demande de continuer à garder leurs fonctions. A-t-il violé la Constitution?
en accédant à cette demande-là, après démission, a usé de son pouvoir constitutionnel, lequel pouvoir ne viole pas la Constitution, dès lors qu'il n'a pas autorisé au Premier ministre et au gouvernement de continuer avant qu'il ne démissionne. Ils ont démissionné d'abord, et puis ils ont continué. Donc, la Cour constitutionnelle a dit les droits. Le président de la République, après avoir constaté les droits dits par la Cour constitutionnelle, a usé de son pouvoir constitutionnel de considérer qu'il ne doit pas y avoir un vide après que tout le gouvernement ait été appelé à démissionner. Et nous, on a suivi les affaires courantes conformément à l'ordonnance organisant le fonctionnement du gouvernement et les relations entre le gouvernement et le président de la République. Donc, dire que le président de la République a violé la Constitution ou n'a pas respecté l'arrêt de la Cour constitutionnelle, je trouve ça excessif, mais ce qui dérangerait, c'est le fait que pour le Premier ministre d'avoir demandé ça au chef de l'État après que la haute juridiction constitutionnelle ait statué là-dessus. Mais alors, selon vous, les membres du gouvernement, comme le Premier ministre démissionnaire, doivent seulement assurer les affaires courantes et non engager l'État comme dans un gouvernement normal. Mais à quoi servent alors les secrétariats généraux? Oui, c'est ça l'approche, c'est que lorsqu'on assume les affaires courantes, on n'engage plus la République pour des engagements à l'avenir. C'est qu'on essaie de vider les dossiers qui étaient sur la table dès lors qu'on est partant, pour ne pas laisser le vide. On est comme sentinelle des dossiers, sentinelle des documents, et en ayant décidé de garder les gouvernements pour assurer les affaires courantes, le chef de l'État a évité qu'il y ait un vide. Le mandat de député national ou sénateur est incompatible avec les fonctions ou mandat gouvernemental. L'article 107 cite même les fonctions qui sont compatibles avec le mandat électoral. C'est comme ça qu'à l'article 78 de la même loi électorale, on a accordé 8 jours après validation à tous les élus de lever l'option. Maintenant que le Premier ministre a levé l'option d'aller à l'Assemblée nationale, et aussi certains membres du gouvernement, il a déposé sa démission et c'est conformément à la loi. Merci beaucoup, Maître Willy Wenga. Dans l'actualité également, ce 20 février, l'ONU, le gouvernement de la République démocratique du Congo et la communauté humanitaire ont conjointement lancé un appel à la mobilisation de 2,6 milliards de dollars américains pour financer le plan de réponse humanitaire lancé l'année 2024. En 2023, l'appel de fonds n'avait pas été financé, plutôt n'a été financé qu'à hauteur de 40%. Commentaire dans cet élément de Nathan Diamoïté. Suite à l'insécurité qui règne dans la partie est de la République démocratique du Congo durant des décennies, actuellement avec de nouveaux affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans plusieurs villages du territoire de Massissi dans la province du Nord Kivu et dont les forces congolaises tentent toujours de récupérer certains villages sous contrôle du M23. Ces combats entre armées suscitent de nouveaux déplacements et rendent de plus en plus grave la situation humanitaire qui est déjà instable. Pendant ces temps, l'Organisation des Nations Unies, en synergie avec le gouvernement congolais, ont présenté ce 20 février 2024 le plan de réponse humanitaire 2024 pour les déplacés victimes de ces atrocités en RDC. L'appel à la mobilisation est donc lancé à 2,6 milliards de dollars américains par les gouvernements congolais et la communauté humanitaire afin de financer les plans de réponse humanitaire de l'année 2024. Ces fonds vont occasionner la fourniture d'une assistance vitale et la protection de plus de 8,7 millions de personnes dont la survie dépend largement de l'aide d'urgence. D'après l'ONU, l'objectif atteint demeure loin de couvrir tous les besoins. Depuis les débuts de l'année 2024, en République démocratique du Congo, d'un côté, près de 25,4 millions de Congolais éprouvent des difficultés pour leur bien-être, d'où la recrudescence de l'insécurité alimentaire à prix d'assaut. Et de l'autre côté, la malnutrition aiguë touche 8,4 millions de personnes, notamment des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes et des femmes allaitantes.
Partant de ces statistiques, l'on note que la situation humanitaire au pays de Félix Tshisekedi demeure préoccupante alors que l'attention internationale est plutôt attirée par d'autres crises telles qu'en Palestine et en Ukraine. Faire part de la marche de l'Union sacrée de la nation au Lualaba, c'est l'objet de l'audience accordée par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, à la gouverneure de la province Kobaltifere mardi. Se confiant à la presse, Fifi Masuka, député national élu de la circonscription électorale de Kolwezi, veut se consacrer entièrement au peuple lualabais afin de consolider les acquis du président Félix Tshisekedi dans tous les secteurs de la province. Dans la poursuite de son séjour de travail à Kinshasa, la gouverneure du Lualaba et patronne de l'Union sacrée de la nation dans cette province a été reçue en audience par le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale et membre du présidium de la famille politique chère au président Tshisekedi. Une rencontre aux allures purement politiques. Marie-Thérèse Masuka Saini est allée faire part à Christophe Mbosso Kodiampwanga de l'évolution de l'Union sacrée dans la province Kobaltifere, recevoir les orientations et quelques conseils après les élections des députés nationaux, provinciaux et des conseillers municipaux. Je suis venue demander des conseils et j'ai eu ces conseils et nous allons progresser par rapport à l'Union sacrée, beaucoup plus spécialement. De son côté, le président du bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement de la RDC a confié à la presse que ses collègues frappés d'incompatibilité sont appelés à choisir entre l'Assemblée nationale et les fonctions qu'ils occupent. Il y a des ministres, des vice-ministres, des mandataires qui ont fait des choix. Du fait qu'ils ont été élus députés nationaux, eh bien, ils ont fait les choix pour l'Assemblée nationale. Avant de quitter le cabinet Mbosso, Masuka Saini a reçu les exemplaires de la charte de l'Union sacrée de la nation. Vous avez vu que nous avons reçu la charte, donc nous allons faire une bonne diffusion et continuer. Au sortir du palais du peuple, les compatriotes sur place n'ont pas caché leur joie de rencontrer la femme qui transforme positivement le Lualaba, selon la vision Tshisekedi. Et puis, la gouverneure du Olomami, Isabelle Yumba, a eu une triple audience, d'abord avec les conseillers municipaux, une délégation des femmes policières venues à Kamina pour sécuriser la population pendant la période électorale et enfin la brasserie Simba où les responsables de cette entreprise ont rendu les civilités à l'autorité provinciale. Lundi 19 février 2024, journée chargée pour la gouverneure du Olomami, honorable docteur Yumba Kalinga Mushimbi Isabelle, qui a reçu en audience M. Crispin, directeur de la Brasimba, venu pour la présentation des civilités. Très contente d'échanger avec le nouveau directeur de la Brasimba, Isabelle Yumba Kalinga Mushimbi lui a souhaité la bienvenue et un bon séjour dans sa province. Quelques minutes plus tard, la patronne de la province a reçu dans son cabinet de travail les conseillers municipaux venus présenter les civilités, mais aussi échanger avec la gouverneure sur les difficultés qu'ils éprouvent pour leur fonctionnement afin d'organiser les bureaux définitifs. Très attentive à leurs préoccupations, Yumba Kalinga Mushimbi Isabelle, gouverneur, leur a promis un appui sur tous les plans. Au sortir, les conseillers de la commune de Kamina est revenu sur les grandes lignes. Nous sommes venus présenter nos civilités parce que depuis que nous étions installés, nous ne nous sommes jamais rencontrés avec le numéro 1 de la province. Et deuxièmement, nous lui avons présenté les difficultés que nous avons pour commencer à défendre les intérêts de ceux qui nous avaient dit, tel qu'il y a un problème de local, un petit souci par rapport au fonctionnement. Voilà les grandes lignes que nous avions discutées avec le numéro 1 de la province. Vraiment, par rapport à son intervention, elle est déterminée à nous soutenir et aussi à soutenir la vision du chef de l'État. Conduite par le ministre provincial de l'Intérieur, la délégation des femmes policières venues de Kinshasa pour sécuriser la population pendant la période électorale a été reçue par l'autorité provinciale Isabelle Yumba Kalinga Mushimbi dans son office de travail. La chef de l'exécutif provincial les a remerciés pour le travail abattu dans sa province. Pour leur permettre à faire face au coût quotidien, la gouverneure leur a remis une enveloppe consistante, suivie des pagnes données à toutes les 110 femmes policières. Hors caméra, ces bénéficiaires ont remercié la représentante du chef de l'État en province pour cet acte de générosité.
Sous-traitance en République démocratique du Congo, 1 milliard de dollars américains, c'est la valeur de 3 contrats annulés par l'ARSP suite à la violation de la loi par la CICOMIN. Les entreprises visées par cette mesure administrative sont les sociétés CRSN constituées de CREC 7 et CREC 9 et International 13th First avec l'entreprise 141 qui signifie Sino Hydro, toutes deux tenues par les actionnaires de CICOMIN qui se déguisent en sous-traitants pour exécuter des travaux d'excavation au sein de la même société principale. La troisième entreprise sanctionnée par l'ARSP pour les mêmes faits, c'est Bangdj Construction. Il y a quelques semaines, nous avons traité les dossiers du géant canadien Barrick avec sa filiale Kibali Gold. Aujourd'hui, nous sommes sur les dossiers ou les cas CICOMIN. Il s'est fait qu'il y a 3 sous-traitants qui détiennent à eux seuls des marchés d'excavation de plus d'1 milliard de dollars. Nous avons la société CRSN, qui veut dire CREC 7, CREC 9, et tous actionnaires dans CICOMIN. La société International 14th First, qui veut tout simplement dire Sino Hydro, et tous actionnaires dans CICOMIN et déguisés en sous-traitant. Les contrats doivent être annulés parce que ces sociétés ne sont pas éligibles, ils se payent à l'étranger, ça ne profite pas à l'administration fiscale du pays. Nous avons donné un moratoire pour éviter que toutes les opérations de la CICOMIN s'arrêtent d'un coup et ces sociétés seront remplacées par des sociétés à capitaux majoritairement congolais. Il ne s'agit pas d'un acharnement, l'objectif n'est pas de tuer la CICOMIN, mais l'objectif est que la société se conforme à la loi sur la sous-traitance pour permettre à la République de pouvoir retracer tous les circuits financiers du pays. Noble combat du président de la République, chef de l'État, c'est un combat qu'il a exprimé au travers ses 6 engagements, dont la création de l'emploi au travers l'entrepreneuriat et la diversification de l'économie nationale. Et puis une caravane motorisée de sensibilisation au paiement de l'impôt foncier, celui sur le revenu locatif, exercice fiscal 2024, a été organisée mardi par la régie financière urbaine dans les communes de Ntsele et Maluku, partie est de la ville de Kinshasa. L'objectif poursuivi par le directeur général Miché Moussaka est de permettre à la population de s'acquitter de ce droit. Cette carnaval organisé par la direction générale des recettes de la ville de Kinshasa s'est déroulé dans deux grandes communes de la ville de Kinshasa, dont l'Antsele et les Maluku, dans les districts de Tchango. Objectif, sensibiliser sur les paiements de l'impôt foncier et celui sur les revenus locatifs, exercice fiscal 2024. En tête de la délégation, la chargée des communications de la DGRK, Nana Lambo, explique la quintessence de cette activité. Selon elle, la personne physique propriétaire d'une parcelle se trouvant dans la commune de Maluku, inscrite dans la liste comme faisant partie du 4e rang. Fiche la déclaration et un impôt foncier. Au CENI, la PSIO, ezali opéré la bêtise société. L'information sur l'état de l'opango na yo, combo ya mokolo l'opango, balabala, quartier, pourquoi tu vas la commune à Maluku, au commune na yo Maluku. Cette campagne a été lancée par le directeur général de la DGRK au début du mois de janvier avec une première échéance fixée au 2 février avant d'être repoussée au 31 mars après une décision de l'autorité urbaine. Guerre au Proche-Orient, des nouvelles frappes israéliennes meurtrières ont visé hier mardi la bande de Gaza où la situation humanitaire reste catastrophique, notamment dans la ville de Rafah, menacée d'une offensive plutôt terrestre par Israël. Ce mercredi d'ailleurs, le ministère de la Santé du Hamas a annoncé un nouveau bilan de 29 313 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Nous apprenons également que le programme alimentaire mondial des Nations Unies suspend de nouveau la distribution de l'aide humanitaire dans le nord de la bande de Gaza. Place à présent au rappel des principaux titres.
Expédition des affaires courantes, les membres du gouvernement autorisés à travailler jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Décision politique ou juridique, vous avez suivi dans ce journal Maître Willy Winga. De nouvelles frappes israéliennes meurtrières ont visé hier mardi la bande de Gaza et ce mercredi, le ministère de la Santé du Hamas a annoncé un nouveau bilan, 29 313 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Restez avec nous pour la suite du journal. La suite, justement, c'est la revue de presse avec Christian Kalonji, à qui je dis bienvenue. Bonjour Arlette, bonjour à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde. Alors, à la une de votre revue de presse, la MONUSCO accuse le M23 d'avoir tué 50 civils depuis le début de la guerre. Vous le savez, la crise sécuritaire ne fait que grandir. Dans la partie est du pays, les choses ne vont pas du tout bien, même s'il faut le dire que les forces armées de la RDC ne baissent pas les bras, Arlette. Il s'agit justement des chiffres avancés par la patronne de la mission des Nations Unies en RDC, Madame Bintou Keïta, à l'attention justement des membres du Conseil de sécurité qui se sont réunis, vous le savez, hier pour parler de la crise qui sévit dans la partie est de notre pays, rapporte actualité.cd. Comme vous pouvez le voir depuis la maison, une hausse alarmante du nombre de civils tués par les M23 depuis la reprise des hostilités en novembre 2023. Arlette Bintou Keïta renseigne qu'au moins 150 civils ont perdu la vie, dont 77 en janvier 2024. Selon élection.net qui revient justement sur le même sujet, la MONUSCO a par la même occasion indiqué que plus de 65 000 personnes ont été forcées de se déplacer vers la ville de Goma, fouillant justement les violences des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce déplacement massif a augmenté les cas de choléra en raison du manque d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement, a fait savoir Madame Bintou Keïta, la patronne justement de la MONUSCO. Et le Premier ministre Samuel Okondé peut continuer à travailler malgré sa démission. Ce sujet qui fait polémique sur la toile, la population ou encore les internautes qui estiment quand même qu'il en est de trop. Bien effectivement, Arlette, si beaucoup pensent que le chef de l'État a violé la Constitution, d'autres pensent qu'il s'agit d'une décision politique au regard du contexte dans lequel nous sommes. Vous le savez, nous sommes en pleine guerre. Le gouvernement de la République Sama II va donc poursuivre son travail en dépit de la démission du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, pointe une.cd qui précise que tous les membres du gouvernement ayant démissionné, élus députés nationaux justement, ont reçu de la part du chef de l'État l'autorisation d'expédier les affaires courantes. Arlette, une décision qui abroge, il faut le dire, écrit ce média, les dispositions légales et constitutionnelles sur les cumuls des mandats et fonctions et même les décisions de la Cour constitutionnelle et même du Conseil d'État. Arlette, un sujet qui a fait réagir au sein de l'opposition. Vous allez le découvrir, Actu30.cd rapporte la réaction de Ensemble pour la République qui n'a pas tardé justement à donner de la voix. Le porte-parole d'Ensemble pour la République qualifie d'aberration juridique la décision du président de la République Félix Tshisekedi d'autoriser le Premier ministre et les membres du gouvernement démissionnaire d'expédier les affaires courantes jusqu'à l'installation du nouvel exécutif. Il estime que Tshisekedi n'a pas le droit, selon lui, de maintenir dans l'exécutif des personnes qui sont en situation d'incompatibilité conformément à l'article 108 de la Constitution. Il appuie donc son argumentaire en citant la Constitution. Ok, on va terminer avec la suite. Violation de la loi par la C-Commune. Je le disais d'ailleurs dans le corps du journal, la RSP a annulé 3 contrats évalués à $1 milliard américains. Évidemment, à en croire le quotidien L'Avenir qui en fait un sujet à la une. Aujourd'hui, les entreprises visées par cette mesure administrative sont les sociétés CRSN, CREC 7, CREC 9, International 14 First Enterprise, 141 qui signifie sinon Hydro, toutes deux tenues par les actionnaires de 6 communes qui se déguisent en sous-traitance pour exécuter justement des travaux d'excavation au sein de la même société principale. La 3e entreprise sanctionnée par la RSP,
c'est Bang Construction. Standard Info qui s'intéresse au même sujet fait savoir qu'1 milliard de dollars, c'est la valeur de 3 contrats annulés par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, suite justement, comme vous l'avez dit, à la violation de la loi par la CICOMINE. C'était l'essentiel de votre revue de presse. Merci. Christophe. Je vous remercie, Arlette Boutella. Et à vous, aimables téléspectateurs, merci d'avoir été de nôtres pour cette édition du journal. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.